Non, justement, je ne voulais pas le voir comme ça. Voilà. Voilà. Display settings. Voilà. Là, ça se voit bien. Bon. Bonjour à tous. Je remercie beaucoup aux organisateurs de m'avoir invité aussi avec un cas clinique. Donc, je vais me transformer un peu en la variante féminine de Sherlock Holmes, d'Enola Holmes. Et je vais... mais moi, chez moi, ça se voit bien, vous voyez. Oui. C'est pour ça que... Mais non, là, je fais rien et ça se fait toute seule. Pardon, excuse-moi. Donc... Est-ce qu'il y a un diaporama? Oui, là. C'est ça? Il y a un truc vert. Oui, mais moi, je veux le voir en... Oui, mais... Voilà, ça, toi, tu vois ça et nous, on voit... Oui, mais moi, je voulais le voir bien aussi. Ah. Moi, j'ai rien fait du mal. Donc, display settings. C'est pour ça que je voulais mon ordi à moi. Non, oui, mais c'est pour ça que je voulais mon truc à moi. Voilà, là, c'est bon. Merci beaucoup. Donc, on va voir donc ensemble quel coupable on va chercher. Je n'ai aucun conflit d'intérêt, sauf que c'était voilà, ma patiente. Donc, il s'agit d'une dame qui a 47 ans, qui a une néoplasie de sang. On lui donne en décembre 2019 du Taxotere, qui est un docétaxel, elle était prémédiquée par acidexam, donc un corticoïde, et un antiémétique. Et dans les 5 minutes, donc après le début de la perfusion de Taxotere, donc on voit qu'elle présente un prurite au niveau du cuir chevelu et du visage, par après généralisé, une urticaire associée à une hypotension. Elle ne perd pas connaissance, mais elle commence à avoir aussi du mal à respirer et une nervosité de la voix. Qu'est-ce qu'on lui fait? On lui fait des choses très bien, on lui donne de l'adrénaline, elle est surveillée aux soins intensifs et elle rentre après 2 jours avec une tension de 160 à la sortie. Par après, on ne lui donne plus du docétaxel, on lui donne de l'épirubicine cyclophosphamide, donc une autre chimio, et ça, elle la tolère bien. Par après, en décembre 2020, donc si on regarde, c'était 2 semaines, 17 jours après l'administration de docétaxel, elle a besoin d'un facteur de croissance granulocytaire, donc on lui donne du pegfilgrastim par l'infirmière à domicile. L'infirmière part et 1 heure après, elle a des vertiges, sensation de chaleur, la voix change, elle a du mal à parler, elle a des plaques sur elle, elle se sent pas bien, elle s'allonge. Mais cette fois, il n'y a personne qui lui prend sa tension, donc peut-être qu'elle a fait de nouveau une diminution de la tension artérielle. On appelle l'ambulance. Là, quand les urgences arrivent, les paramètres sont stables selon la patiente, mais on n'a pas de courrier. Elle est traitée quand même par adrénaline et elle est surveillée encore une fois 24 heures en soins intensifs. Par après, on continue l'épirubicine, la cyclophosphamide, elle ne reçoit plus de facteurs de croissance granulocytaire parce qu'on a peur, et on allonge l'intervalle entre les cures pour qu'elle puisse donc récupérer son nadir. Donc, jusque-là, on peut avoir donc une réaction donc, au docétaxel, donc, qui peut être donc, de type des effets secondaires donc, liés à la chimiothérapie, mais ça ne ressemble pas trop, ou de réactions d'hypersensibilité, donc qui peuvent être allergiques et non allergiques. Et là, quand on regarde donc, le position paper de l'EACI, de l'Académie européenne, là, on voit que le docétaxel, oui, il peut donner des réactions. Donc, ça peut être lors de la première administration et que cela, ça peut être par mécanisme allergique ou non allergique, par activation de compléments ou autre. Ça, je la passe. Ici, je vous ai mis donc juste les différentes réactions aux chimiothérapies, biothérapies qu'on peut avoir. Donc, des réactions allergiques, de syndrome de relargage cytokinique, des syndromes mixtes ou activation des compléments. Et quand je parle de l'activation de compléments, donc ce n'est pas que la chimio elle-même, mais aussi le crémophore, qu'on peut le retrouver aussi dans le docétaxel. On avait des signes de gravité, on avait des critères d'une anaphylaxie qui était sévère sur les 2 définitions, même sur la plus récente, et on avait une anaphylaxie de grade 3 donc sur la classification de Ringo-Mesmer pour la réaction au docétaxel, et une réaction de grade 2, voilà, possible même 3, donc pour l'administration de facteurs de croissance granulocytaire.
Et quand on voit sur les classifications, donc une réaction sévère, des réactions sévères donc sur la classification de Brown, et la classification d'habitude utilisée donc par les oncologues, ça, c'est tout à fait critiquable parce qu'on a des symptômes de l'anaphylaxie dès le grade 2. Si j'ai une urticaire et une dyspnée, déjà c'est une anaphylaxie. Et dans le grade 3, je n'en parle plus, un bronchospasme avec urticaire, avec une hypotension. Donc, eux, ils disent que c'est juste le grade 4, l'anaphylaxie, et tout ça, ça a bien sûr de l'effet dans le traitement du patient. Heureusement, la nôtre, elle était bien traitée donc, par l'adrénaline. Et ça, sur la nouvelle classification de VAO, donc je vous invite avec plaisir à lire. Donc, c'est vraiment un grade 4, donc une réaction sévère. Donc, elle a été bien traitée. De la dryptase, ça, même si elle était aux urgences, on n'avait pas, on aurait dû la faire. Et quand on la demande donc, dans ses antécédents, elle dit une fois quand j'ai eu de l'infiltration de dépomèdrol, j'ai eu un vomissement, une hypotension. La deuxième fois, j'ai toussé pendant 2 heures. Et le médrol, moi, je le tolère, il ne se passe absolument rien. Il n'y a pas d'autres antécédents, ni atopie, ni d'asthme. Mais elle disait parfois des signes d'hyperactivité bronchique non spécifique. On fait un test d'hyperactivité bronchique non spécifique à l'histamine qui est positif. Donc peut-être qu'elle faisait un peu d'asthme qui s'est manifesté également donc, pendant son anaphylaxie décrite. Donc, on a besoin donc, de lui faire un bilan allergologique. J'espère que jusque-là, vous êtes d'accord parce qu'il s'agit d'un traitement dont elle a besoin. Si on peut remplacer la chimiothérapie, peut-être qu'elle a quand même besoin dans sa vie de facteurs de croissance granulocytaire si on lui donne de nouveau de la chimio. Et qu'est-ce qu'on sait faire, nous? Des tests cutanés et des IG spécifiques. Qu'est-ce qu'on a besoin avant donc, de faire le test? De l'anamnèse et du protocole complet. Et ça, c'est la feuille qu'on utilisait au nouvel hôpital civil à Strasbourg, qui était adapté à l'hôpital Bruckmann. Et pourquoi on a besoin du protocole complet? Et là, j'étais dans le service quand Alexandre Leclerc, il a fait cette petite étude. Et on voyait donc qu'il y avait des patients qui réagissaient à autre chose aussi que la chimiothérapie, qui n'étaient pas toujours responsables de ça. Donc, c'est indispensable de connaître tout ce qu'on a donné et pas ce qui est d'habitude peut-être écrit là. On peut avoir, donc, comme j'avais dit, des réactions au taxane lors de la première ou deuxième administration. Donc, il aurait pu être le coupable. Et avec des réactions qui peuvent bien ressembler à une anaphylaxie. Est-ce que c'est possible de faire des tests cutanés? Oui. Est-ce que sont recommandés dans les recommandations internationales de groupes de travail d'allergie médicamenteuse de l'Académie européenne? Non, parce qu'il n'y a pas assez de littérature sur ça, mais sont quand même possibles. Et ici, vous avez les concentrations qui ont été utilisées. Nous, on a fait donc les pré-tests qui sont négatifs et on a fait absolument toutes les choses auxquelles la patiente aurait pu être exposée à ce moment-là. Les IDR reviennent positifs, donc bien positifs pour Taxotere et Pelgrase, sans aucun doute, négatifs pour toutes les autres choses. Et là, on se pose un peu la question, Taxotere et Pelgrase, mais le docétaxel n'a rien à voir avec le Neulasta. Donc, est-ce qu'il s'agit d'une hypersensibilité médicamenteuse multiple, parce que j'ai 2 médicaments ou plus? Oui, c'est possible. Mais, bon, quand on a un peu de doute, on appelle un ami. Et ça, qu'est-ce qu'on regarde? Sur le site de l'Agence européenne du médicament, on regarde le Taxotere, on regarde le Pelgrase, et on voit qu'est-ce que ça contient chacun d'entre eux. Et ça, on trouve the missing link, parce qu'il s'agit donc du polysorbate, qui était l'excipient commun des 2 médicaments. On appelle notre pharmacie, on arrive à avoir le polysorbate, on fait le pré-test, on ne croit pas à nos yeux, il est positif, négatif pour toutes les autres choses. Et aux IDR, tout ce qu'on a pu obtenir qui contient du polysorbate, tout est positif. On lui fait des IDR au polyéthylène-glycol qui peut croiser avec le polysorbate, les tests sont négatifs, mais la patiente, elle fait une anaphylaxie grade 2 à ce moment-là. On lui fait des tests biologiques. On a la possibilité à Bruxelles de faire des tests d'activation de basophile qui étaient positifs pour le vaccin Covid, parce que là, on était donc en pleine période Covid, quand la patiente était surtout avec une maladie néoplasique, elle avait besoin de se faire vacciner contre le Covid. Donc ça, c'est positif aussi, donc on est bien embêté.
Donc, notre conclusion, c'était une anaphylaxie de grade 3 après le taxotère, grade 2 possible 3 après le néolasta, sur une allergie au polysorbate, qui était l'excipient commun des 2 médicaments. On lui a dit d'éviter tout. Les vaccins contre Covid-19 qui étaient disponibles en Belgique à ce moment-là, c'était contre-indiqué parce que ça contenait du PEG du polysorbate. Et on a dit aussi qu'il y avait une suspicion d'hypersensibilité au dépomèdrol, parce que celui-là, il contenait aussi du macrogol, et elle tolérait bien donc, le médrol péros. Des allergies aux excipients, oui, ça peut exister, oui, ça peut être sévère, et parmi les excipients qui peuvent être impliqués, oui, le crémophore qui est contenu dans les taxanes, oui, le polysorbate, le PEG également. Le diagnostic, quand on le suspecte, quand on a des réactions aux médicaments différents qui sont non apparentés, est-ce qu'on peut faire des pré-tests des IDR? Oui. Là, je vous ai mis donc des exemples pour le PEG, pour les polysorbates, qui sont donnés dans la littérature par des équipes qui le font. Et c'est ce qu'on a fait. Par contre, juste pour dire, pour le test d'activation de basophile, il était donc positif donc pour l'huile de ricine, crémophore, coliphore. Donc tout ça, c'est des synonymes qui peuvent être synonymes du polysorbate. Et il est utile pour l'allergie au PEG, mais pas pour le vaccin. Donc chez nous, c'était positif pour le vaccin, mais ça ne nous a pas aidé parce que s'il y a des antécédents d'infection, donc ça peut être un faux positif. Et le fait que le patient il était vacciné ou pas, ça n'a pas d'influence. Mais chez nous, on a vu, quand on a essayé de faire des tests au PEG, que la patiente elle a fait une anaphylaxie grade 2, même si le test était négatif. Qu'est-ce qu'on a dû lui faire? Elle avait absolument besoin de son vaccin Covid, sinon elle ne pouvait plus aller au travail. Donc, on a cherché dans la littérature, on a vu tous les protocoles d'induction de tolérance qui étaient possibles, mais c'était qu'en 4 ou 5 étapes. Pour nous, ça, c'était un test de provocation, donc, et pas une induction de tolérance. Donc, alors, on a essayé de lui faire en 8 étapes. Et ça, la patiente, elle l'a bien toléré. Il y avait des anticorps par après. Elle a fait les autres doses, tout s'est bien passé. Et après, on a colligé nos cas. Donc, on avait finalement 7 cas désensibilisés donc, avec ce protocole d'induction de tolérance. Donc, on a présenté par la suite au CFA en collaboration avec l'équipe de Lyon de Benoît Ben Saïd. Donc, est-ce qu'on peut faire? C'est limité dans le temps, donc on a dû le refaire donc, à chaque fois. C'était un mécanisme d'action unique, donc des chignons, on a pu changer, mais le vaccin Covid en a eu quand même besoin. Est-ce qu'on aurait pu le faire si jamais il avait besoin pour le pelgrase? Et ça, je suis fière d'être romaine et de vous inviter à lire cet article sur les inductions de tolérance aux facteurs de croissance granulocitaires, fait par Dr Roxana Bumboc de Bucarest. Et là, ici, vous avez une induction de tolérance au pegfilgrastim, mais que le patient, il a eu quand même une anaphylaxie grade 2, donc ce n'est pas le fait que je fais une induction de tolérance, ça ne veut pas dire que je ne peux pas avoir des réactions pendant ce protocole. Donc tout ça, ça doit se passer dans des conditions de sécurité proches d'un service de soins intensifs. Donc en conclusion, ce coupable qui était redoutable parce que c'était une anaphylaxie grade 3, c'était pas si introuvable. Les réactions d'hypersensibilité aux excipients, elles existent, elles sont rares, mais elles peuvent être sévères. On a besoin d'une anamnèse très précise, très détaillée, avec les firmes, les noms précis du médicament pour savoir le récipient. On l'évite. Et si c'est possible, donc je fais le test avec un médicament qui le contient, un médicament qui ne le contient pas. Et si le patient, si ça existe, donc le patient, il peut continuer sa substance active s'il a besoin, en évitant que les excipients. Et aussi, on le met à l'abri par rapport aux mêmes excipients qui peuvent exister dans plein de médicaments. Et une induction de tolérance, une accoutumance médicamenteuse, elle peut se faire, mais elle est temporaire, donc on a besoin de le faire à chaque fois qu'on en a besoin de l'administrer, et ça se fait quand le médicament est indispensable, quand il n'y a pas d'alternative ou quand il a un mécanisme d'action unique. Je vous remercie beaucoup et je prends des questions. C'était un cas, voilà, c'est rare, hein, donc ça vous n'allez pas voir comme ça dans la pratique courante, mais de savoir que ça existe et quand j'ai 2 médicaments, ou est-ce que c'est hypersensibilité médicamenteuse multiple ou que ça peut être vraiment l'excipient, et que même quand c'est l'excipient, si j'ai besoin d'une induction de tolérance, peut-être que je peux le faire. Justement, c'était la question. Est-ce que vous voyez souvent ce genre de... L'allergie aux excipients, non.
Non, pas beaucoup. Non, il n'y en a pas beaucoup. Mais par contre, il faut les chercher. Donc, quand c'est ce cas-là, ou d'autre part, donc, comme il y a docteur Lynn Garvey de Danemark qui a décrit beaucoup ça, dans les réactions péropératoires, donc quand on a des réactions péropératoires non expliquées, mais que je crois vraiment dans une réaction anaphylactique, et surtout avec une augmentation de la tryptase, donc ça, c'est à chercher les allergènes cachés. Hidden allergens. Et ça, on cherche des désinfectants, de toutes les choses auxquelles il a pu être exposé, parmi lesquels les excipients. Et ça, les macrogoles et tout ça, on peut les trouver avec plein de noms, surtout l'huile de ricin, crémophore et autres. Et ça, on peut les voir dans les gels, dans les trucs qu'on a utilisés pour les trucs, pour les cathéters urinaires, pour les choses, et qui ne sont pas écrits sur les feuilles d'anesthésie. Donc ça, dans le cas des réactions péropératoires non expliquées, ça a été vraiment bien décrit dans la littérature. D'accord, oui. Samy. Oui, moi je voudrais vous parler de... Pendant la campagne de vaccination anti-Covid, on avait une forte demande de certificats de contre-indication. On faisait je ne sais pas si on faisait bien ou pas, on faisait des polysorbates, des produits, des médicaments qui contiennent polysorbates, on les testait en prick. Et franchement, moi j'ai trouvé un seul test positif parmi une centaine. Est-ce que ces tests ils sont fiables en prick? Est-ce qu'un test négatif donc, est fiable pour... Il n'y a pas énormément de cas dans la littérature. Donc, nous, on l'a fait en prick et en IDR. Il y a quand même quelques cas dans la littérature décrite aussi en IDR. On est allé jusqu'aux IDR. Au Danemark, ils ne font pas pour le PEG, donc pour le polyéthylène-glycol, ils ne font pas des IDR parce que même en prick, ils ont eu des anaphylaxies. Donc, nous, on avait le service avec soins intensifs à côté. Avec tout ça, et les prix, les IDR étaient négatifs, mais la patiente, elle nous a collé une anaphylaxie grade 2. Donc, qui a été traitée avec adré et tout. Donc, oui, même au prix, donc ils ont décrit des anaphylaxies. Donc, oui, c'est rare, mais ça peut quand même faire des dégâts. En fait, quand vous testez les excipients, vous utilisez quelle substance? Vous allez à la source même avec du polysorbate pur ou du macrogol pur? Vous faites comment? On a eu vraiment de la chance. Donc, on a pu obtenir via notre pharmacie deux polysorbates purs. Donc, on a dilué, comme on a vu sur les cas de la littérature, du polyéthylène glycol aussi. Mais sinon, ce qu'on peut faire, c'est simplement prendre un médicament qui contient qui a la même substance active et qui contient pas l'excipient. Et là, on voit clair. Et nous, quand on a fait aussi aussi pour le bien documenter, parce qu'on ne croyait pas nos yeux ce qu'on voit. Donc, on a fait avec tous les médicaments qu'on a pu trouver. On a même utilisé du omalizumab qui coûtait 300 € le truc. Mais on a dit, on va quand même le faire. Et avec le Prévenard, le vaccin contre le pneumocoque, avec plein de choses. Et on a vu que toutes les choses qu'on avait testées, ils étaient positives. Et la même substance, voilà, ça, il n'y avait pas. Malheureusement, on a voulu obtenir de docétaxel ou du pegfilgrastim là, sans polysorbate ou PEG. Mais ça, il n'y a pas, ça l'affirme nous a dit clair, ça, je ne sais pas. Non. Merci. Je vous en prie. Merci beaucoup. Ça nous rappelle...